longtemps, mais pas trop longtemps. Bonsoir, donc bienvenue encore une fois. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir ce soir. Vous avez remarqué sans doute, certainement même, l'absence de notre directeur, M. France, qui était occupé ce soir, qui devait participer à un dîner avec la nouvelle présidente du collège. Donc, on l'excuse, bien sûr, mais il nous a assuré qu'il va se joindre à nous quand son dîner va être terminé. Donc, j'ai l'honneur, le grand plaisir de vous recevoir ce soir pour la première conférence de l'été. Et cette conférence va porter sur les conséquences l'après Charlie. Vous savez bien ce qui s'est passé le 7 janvier dernier à Paris. Que vous ayez été en Europe, en France même, comme beaucoup d'entre vous, ou alors ici en Amérique, on a tous été comment dire, stupéfiés, atterrés par cet événement qui a vraiment choqué. Et maintenant, on a le bonheur, le plaisir, encore une fois, de recevoir M. Marwan Mohamed, qui est ici, qui est sociologue au CNRS, le Centre national de recherche scientifique à Paris, et qui travaille sur les questions d'islamophobie dans les banlieues françaises, dans les banlieues parisiennes, pardon. Il a d'ailleurs publié un livre en 2013 qui s'intitule « Islamophobie, comment les élites françaises fabriquent le problème musulman » en collaboration avec M. Abdelali Hadja. Et évidemment, M. Mohamed est très intéressé non seulement par la perspective intellectuelle sur la situation sociale, mais s'engage beaucoup dans l'étude directe sur le terrain auprès des gens qui vivent leur réalité de tous les jours dans les banlieues. Et évidemment, c'est de ce point de vue-là qu'il est tout à fait apte à nous entretenir ce soir. Donc, je lui laisse la parole. Merci beaucoup. C'est moi qui suis honoré d'être là et honoré de votre présence. Donc, à mon tour de vous remercier d'être présent. Alors, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un exercice qui consiste à penser l'après-Charlie en comprenant mieux ce qui s'est passé pendant Charlie. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'ouvrir la discussion collective sur l'après-Charlie, donner des pistes d'évolution de la société française après cet événement-là, mais en essayant de comprendre comment cet événement a été possible. De comprendre en profondeur comment cet événement a été possible, parce qu'en comprenant en profondeur comment est-ce que cet événement a été possible, on comprend quelques ressorts de la société française, quelques conséquences de l'après. Alors, ça a été dit en introduction, j'insiste beaucoup dans mon travail de recherche sur le travail de terrain. Non pas seulement un travail théorique conceptuel qui est important, un travail quantitatif qui permet de mesurer des choses dans la société française, mais également un travail au quotidien, et je m'impose chaque semaine des présences, des demi-journées de présence dans différents endroits de la région parisienne, parce que j'habite dans la région parisienne, mais il m'arrive d'enquêter sur d'autres sujets à Marseille, en Mayenne, dans le Nord-Pas-de-Calais ou autre. Alors effectivement, moi cet événement-là, comme vous tous, m'a profondément percuté. Et il est très difficile aujourd'hui en France, encore aujourd'hui en France, de discuter, de débattre, de penser cette question-là sereinement. C'est un phénomène qui a touché chacun d'entre nous, pas seulement en France, mais c'est un phénomène qui a touché chacun d'entre nous de différentes manières, et chacun a une analyse sur le sujet, et souvent chacun a une solution sur le sujet, par rapport au sujet, qui découle de l'analyse. Alors ce que je vous propose, c'est de prendre les faits tels que, à partir des informations qui sont disponibles. Et toute l'information n'est pas disponible sur ces faits-là. Il faut en être bien conscient. Tout d'abord parce que les principaux protagonistes sont morts, mais, et parce que l'information sur leur parcours de vie, leur motivation, c'est une information qui est reconstruite. Sauf pour Ahmedi Coulibaly, on va en parler, qui est le tueur de l'hypercacher, qui a laissé et a fait entre ces deux tueries des vidéos
qu'il a diffusé sur Internet. On y reviendra. Alors moi, ça m'a percuté dans mon travail de recherche d'une manière encore très particulière, parce que dans le cadre de mon travail de recherche, j'ai fait ma thèse sur un travail ethnographique dans une ville, Villiers-sur-Marne, dans une cité, un quartier qui s'appelle la cité des Hautes-Nous, où vivent 6000 habitants pour 1250 logements, avec une densité, dans 1 km². Ça veut dire une densité de population très importante. Et dans ce quartier-là, il y a une famille qui est encore présente dans ce quartier, et la famille Boumedienne. Et la famille Boumedienne, c'est la famille d'Ayet Boumedienne. Ayet Boumedienne, qui est la compagne d'Amedi Coulibaly, qui est l'un des tueurs de l'hypercachère et qui a assassiné une policière dans la ville de Montrouge, dans la région parisienne. Ayet Boumedienne, qui aujourd'hui a fui en Syrie, pour ceux qui ont suivi. Elle a été recherchée et elle a pris ses devants, elle a fui, elle est actuellement, d'après ce qu'on sait, en Syrie. Elle a rejoint l'organisation État islamique. Et il m'est arrivé dans ma thèse de m'intéresser à la famille de Boumedienne, d'interroger la famille Boumedienne, le frère, la sœur. Dans le cadre de mon travail de recherche, c'est dire à quel point, localement, tout le monde a été choqué, surpris de ce qui avait pu se passer. Mais du coup, cette rencontre avec cette famille-là m'a offert un autre éclairage, peut-être, que celui que pouvait offrir, et ma connaissance de cette histoire-là, un éclairage que pouvaient m'offrir les médias français. Ça n'est pas tout. Dans le cadre de mes recherches, j'ai été aussi amené à interroger, à faire un entretien avec le cousin d'Amedi Coulibaly, qui habite Villiers-sur-Marne, qui habite ce quartier-là. Ayet Boumedienne et Amedi Coulibaly ne se sont pas rencontrés dans ce quartier-là. Mais Amedi Coulibaly, ça lui arrivait de passer dans ce quartier-là, rencontrer son cousin et sa famille qui est installée. Et donc, là aussi, par ce biais-là, peut-être un autre éclairage, d'autres informations que ceux qu'ont pu produire les médias, sachant que les proches de Coulibaly, la famille proche, a été sauvée de se taire. Et donc, pour avoir accès à une information, il fallait peut-être connaître un certain nombre de membres de leur famille. Et pour finir la parenthèse, ça c'est vraiment le hasard, les médias ne se sont pas penchés dessus, mais le propriétaire de l'hypercachère, et ses filles ont, dans les années 80 et jusqu'au milieu des années 90, habité la cité des Hautes-Nous, à Villiers-sur-Marne. Les gens ne le savent pas. Mais c'est fou, ces histoires qui se croisent et qui auraient pu se croiser à ce moment-là, à un autre moment. Je referme cette parenthèse pour rentrer dans le vif du sujet et dire d'abord qu'un attentat de cette ampleur on ne peut pas mesurer les effets des attentats, mais pour la société française, c'est peut-être de la même ampleur que le 11 septembre 2001. En termes de conséquences, de choc émotif, de choc politique pour une société donnée, c'est du même acabit. Il y a des attentats qui sont des brisures dans le temps, dans une société, qui font office de brisures, qui cassent, qui sont des ruptures, qui fragilisent le contrat social et qui polarisent la société française. Ces événements sont de ce niveau-là. Donc ça a été dit tout à l'heure. Le premier moment, ça a été la sidération. La sidération. Une profonde émotion. Et puis, la communication politique immédiate a été globalement responsable. Juste après les attentats, jusqu'à la marche du 11 janvier, jusqu'au lendemain de la marche, on peut dire que les responsables politiques ont eu un discours d'apaisement, notamment le ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, et qu'il y a eu de la retenue politique pour faire, disons, être à la hauteur de l'événement et de sa gravité. Et puis il y a eu cette marche du 11 janvier, puis je vais revenir aux attentats eux-mêmes, est venu le temps des bilans, des analyses, de la recherche de solutions. Cette marche du 11 janvier est la marche la plus massive depuis la libération en 1945. Il n'y a jamais eu autant de Français dans la rue. Les services de police étaient incapables de dire le nombre de personnes
qu'il y avait dans la rue. Tellement, un peu partout en France, les villes étaient, pour une bonne portion d'entre elles, complètement saturées. Et donc, après cette marche-là, donc cette marche a beaucoup fait parler, je passe sur la marche, c'est pas le sujet de ce soir, on est revenu à... chacun est revenu à son agenda politique, chacun est revenu à son agenda idéologique, et là, on a eu de nouvelles instrumentalisations, une forte politisation, chacun avec sa vision, qui tentait de l'imposer, chacun sa analyse, chacun sa solution. Il est des événements qui s'immiscent dans des temporalités très longues. Les crimes de janvier sont de cette nature. Et un certain nombre... alors qu'est-ce qui s'est passé en janvier? Le 7 janvier, 8 dessinateurs et rédacteurs de Charlie Hebdo et 2 de leurs amis présents sur place, mais également un policier, ont été abattus par 2 personnes, les 2 frères Kouachi. Un jour après, c'est une policière municipale française d'origine antillaise qui était abattue à Montrouge par Amédi Koulibaly. Et le 9 janvier, le même Amédi Koulibaly abattait 4 citoyens français de confession juive dans un supermarché, un hypercachère, à Porte de Vincennes. Pourquoi ils ont fait ça? Officiellement pour venger le prophète Mohammed, le prophète de l'islam. Tels ont été les propos qu'ils ont tenus en sortant de Charlie Hebdo. C'est ce que vous avez tous pu voir dans les vidéos. Dans ces vidéos à lui, Amédi Koulibaly parle également du rejet de l'islam, parle également de la Palestine, parle également de l'Occident et de l'oppression qui, selon lui, l'Occident imposerait au monde musulman. Ces attentats ont exacerbé dans toute l'Europe un sentiment de malaise, voire de franche défiance à l'égard de l'islam et de la présence musulmane, mais également, ils ont accru, exacerbé les peurs d'une partie de nos concitoyens de confession ou de culture juive. Alors depuis 2012, ce n'est pas les premiers attentats qui prennent pour cible soit des uniformes, soit des juifs en France. Depuis 2012, et si on intègre les 2 derniers de cette année, une femme qui a été tuée à Villejuif, en région parisienne, par un jeune qui s'appelle Sid Ahmed Glam, et dernièrement, une personne qui a été décapitée dans l'Isère par une autre personne, pas très âgée, qui s'appelle Yassine Sali, tous des jeunes Français d'origine maghrébine. Si on compte les crimes de Mera, en 2012, si on compte les crimes de Médine-Mouche, la tuerie du musée juif de Bruxelles, le 24 mai 2014, ça fait 30 morts. Et plus de la moitié sont des Français ou des Belges de confession juive. Donc, voilà le contexte qui n'est pas un contexte évident. Les faits sont ceux-là. Alors, 2 valeurs constitutives des démocraties occidentales contemporaines, la défense de la liberté d'expression, la lutte contre l'antisémitisme, ont semblé avoir sombré, en tout cas avoir été déstabilisées, sous les armes des terroristes. Plusieurs penseurs estiment que ces tueries pourraient faire dérailler l'histoire européenne et celle des musulmans sur le vieux continent. C'est une vraie question qui se pose et qui est prise très au sérieux. Alors, pour aborder cette question, je vous propose d'abord de nous questionner sur, premièrement, comment ces crimes ont été possibles, qui les ont commis, quels sont les points communs, quelles sont les caractéristiques de ces personnes qui sont passées à l'acte. Alors, à partir des informations que j'ai pu recueillir directement ou récupérées par voie de presse ou par voie judiciaire, qu'est-ce qu'on sait d'eux? Pardon. Alors d'abord, on sait que c'est des jeunes français qui ont été repérés par les services sociaux très tôt et qui ont été pris en charge par les services sociaux très tôt. Les services sociaux de l'aide sociale à l'enfance, la protection de l'enfance.
et donc par la justice des mineurs. La justice des mineurs, le système de justice des mineurs en France, qui a deux fonctions, une fonction pénale, sanctionner les délits, et une fonction de protection, pour protéger les enfants, et parfois en les retirant à leur famille, ou en les recueillant lorsqu'ils sont dans des situations familiales dangereuses pour eux. Donc, environnement familial jugé inapproprié ou défaillant, passage en foyer et en famille d'accueil, jalonnent l'enfance et l'adolescence de la plupart d'entre eux. Leur scolarité correspond à la scolarité des groupes les moins qualifiés de la société française, c'est-à-dire les filières les moins valorisées, les filières techniques, CAP, BEP, c'est les filières des brevets professionnels pour ceux qui ne peuvent pas suivre la voie générale, la voie majoritaire, pour aller vers le baccalauréat, etc. Donc, relégation scolaire, échec scolaire pour la plupart d'entre eux, qui trouvent parfois une compensation dans les sociabilités de rue, dans les bandes de jeunes et dans la petite délinquance. La plupart d'entre eux sont déjà incarcérés à 19 ans pour des vols, des affrontements avec la police, des cambriolages, pour certains des braquages, etc. Donc ils ont attiré l'attention des policiers et des magistrats très très tôt. Et donc, c'est le cas de Mera, de Koulibaly, de Nemouche. Les deux frères Kouachi vont grandir dans un bourg de Bourgogne, non, de Corrèze, pardon. Ils restent à l'abri tant qu'ils sont placés dans des foyers ou des familles d'accueil de Corrèze, ils restent à l'abri de ces logiques de délinquance. Par contre, dès que leur prise en charge se termine et qu'ils reviennent dans le 19e arrondissement de Paris, un quartier très populaire, ils sont vite rattrapés par ces logiques de rue, avec des condamnations, notamment pour cambriolage, pour trafic de drogue. Et Chérif Kouachi, l'aîné des deux, va être à 23 ans, en 2005 et 2006, incarcéré et mis en cause dans l'affaire des filières de combattants et de combattants djihadistes vers l'Irak. À 23 ans. Tous adhèrent à une vision de l'islam, fait de combattants héroïques, d'actions d'éclat, de théâtres de conflits lointains. D'ailleurs, plusieurs voyages vers ces destinations, soit la Syrie, soit le Pakistan, l'Afghanistan, le Yémen pour les frères Kouachi. Dans ces pays, la propagande, ces séjours initiatiques leur fournissent une grille de lecture, une vision du monde cohérente, relativement simple, qui ramasse leur expérience, qui donne sens à leur propre expérience, et qui leur offre un récit civilisationnel. Excusez-moi, en fin de journée, je suis comme vous. J'ai un peu de mal, c'est un peu bateau. En tout cas, un grand récit de civilisation qui fait porter aux juifs et aux mécréants la responsabilité de tous leurs maux. C'est un point qui est important. Cette conception de la religion est d'autant mieux endossée qu'elle est à la fois prise de conscience de leur situation locale, internationale, mais également elle a valeur d'émancipation. C'est-à-dire qu'elle leur offre une possibilité d'agir pour changer la situation, un mode d'action qui est beaucoup plus honorable que la petite délinquance dans laquelle ils sont. Alors vous voyez bien que c'est des trajectoires qui se ressemblent, c'est des histoires qui se ressemblent. On parle d'homologie des trajectoires. Elles correspondent à un titre ou à un autre d'une génération, on peut appeler la génération des jeunes des quartiers populaires, où l'échec scolaire est massif, où la question sociale se pose à travers le chômage de masse, la précarité, la désaffiliation, les contrôles policiers répétés, l'ethnicisation des rapports sociaux, etc. Dès lors, à partir du moment où ces propriétés, leur parcours, leur profil est si massif et si commun, la question n'est pas
Pourquoi est-ce qu'ils sont passés à l'acte? Et pourquoi autant de monde ne passe pas à l'acte? Parce qu'au fond, leur parcours, leur situation ressemble à celle de dizaines de milliers de Français. Ce que je veux dire par là, c'est que de mettre en avant ces éléments de parcours, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas comprendre et penser ces actes terroristes, cette radicalisation violente, en se limitant à l'analyse des trajectoires sociales, scolaires, économiques. Parce qu'on se heurte vite à l'effet, à cette question-là. Pourquoi est-ce que finalement il y en a si peu? Vu que leur parcours et leur profil est répandu. Donc ça ne suffit pas. Et pour comprendre, il faut suivre une autre voie d'analyse et comprendre dans leur histoire propre qu'est-ce qui la jalonne. Qu'est-ce qui, dans leur histoire, permet de comprendre ces basculements progressifs. Il faut prendre ça dans une analyse, j'ai envie de dire longitudinale, à long terme. Alors comprenez-moi bien, quand je vous parle de radicalisation violente, je parle des personnes qui passent à l'acte ou qui ont voulu passer à l'acte et qui ont été stoppées. Je ne parle pas là, tout de suite, de centaines de jeunes qui peuvent être de classe moyenne, de familles non musulmanes, d'origine catholique, juive, athée, de milieux aisés, et qui voient alors un de leurs enfants, ado ou jeune adulte, en 3 mois, 4 mois, passer de non-musulmans à musulmans et départir en Syrie. Parce que vous avez des centaines de cas comme ça en France. Notamment des jeunes filles, et leur trajectoire, leur motivation, leur parcours diffèrent, et la manière de les penser également. Excusez-moi, si vous voulez, on en parle dans la question-réponse, je vais laisser un temps de question-réponse important pour qu'on puisse débattre. Donc je ne parlerai que de ceux qui sont passés à l'acte, que de Charlie et de l'hypercacher, si vous le voulez bien. Alors comment comprendre cette trajectoire-là? Et pour le faire, il y a une des pistes qu'on peut suivre, c'est de comprendre que tous ces actes, il y a ce que Laurent Bonelli, par exemple, professeur en sciences politiques, appelle la généalogie algérienne de ce qui s'est passé. D'abord, la plupart d'entre eux, c'est pas neutre, hein, sont d'origine algérienne, à part Hamedi Koulibaly. Et vous allez voir que Hamedi Koulibaly a un lien avec la question et la généalogie algérienne. Qu'est-ce qui s'est passé en Algérie au début des années 90? Vous avez le Front islamique du Sahel, un parti islamiste, qui a remporté les élections législatives. Et les généraux ont interrompu le processus électoral. De là, un certain nombre de ces islamistes ont pris le maquis pour combattre ce qu'ils ont considéré comme un coup d'État. Ce qui était un coup d'État, c'est-à-dire une interruption du processus électoral qui voyait la victoire des islamistes à laquelle les généraux ne voulaient pas. De manière un peu homologue à ce qui se passe aujourd'hui en Égypte. Et donc on a les événements des événements d'Algérie qui ont provoqué, qui ont poussé des départs, un exil massif et qui ont découlé sur une guerre civile en Algérie. Pourquoi je vous parle de généalogie algérienne? C'est que dans l'histoire, par exemple, de Mohamed Merah, quand on regarde l'histoire de sa famille à lui, une partie du côté paternel, une partie de ses oncles ont combattu et ont soutenu les groupes islamiques armés, comme on les appelait, même si une partie d'entre eux était manipulée par l'armée algérienne, mais on referme cette parenthèse-là. Mais une partie de sa famille a soutenu les combattants qui avaient pris le maquis. Mehdi Nemmouche grandit aussi dans une famille algérienne où cette question-là est présente. Et le rapport avec les frères Kouachi et Hamedi Koulibaly, quel est-il? Eh bien, les trois ont été radicalisés, ont été politisés en milieu carcéral à la prison de Fleury-Mérogis en 2005 au contact de Djamel Begal. Djamel Begal n'est pas un jeune de France radicalisé, c'est un militant politique islamiste installé en France qui a organisé la logistique d'aide et de soutien aux combattants armés en Algérie et qui a été, avec les autres,
mis en cause dans la tentative d'évasion de Hadj Belkacem, Samir Hadj Belkacem, qui était l'artificier, celui qui a produit, qui a préparé les bombes qui ont ensanglanté Paris en 1995. Donc on a là des jeunes Kouachi ou Koulibaly qui rentrent en prison pour des faits de délinquance, de droit commun, sauf Chérif Kouachi. Hamedi Koulibaly, ils rentrent pour un braquage, un vol à main armée en prison. Et ils sont en cellule ou dans le même bâtiment que Jamel Begal, qui les politise et qui devient leur mentor, leur leader. Et donc, eux-mêmes ne vivent pas la question algérienne, les Kouachi Koulibaly. Par contre, ils vivent ses conséquences. Ils rencontrent la généalogie, cette histoire de l'Algérie sanglante en milieu carcéral en France. Donc c'est l'une des pistes qu'il est possible de suivre. Ça n'est pas la seule, mais quand on regarde ces trajectoires-là, quand on regarde ces parcours-là, le lien semble évident pour un certain nombre de mes collègues spécialistes de cette question. Sur leur parcours, quand on regarde les modalités des attaques, ils ont converti, pour des actes de terrorisme, un savoir-faire acquis dans le banditisme. Si vous regardez la manière dont ils s'organisent, le sang-froid qu'ils ont, le maniement des armes, leur capacité à gérer les assassinats sur le moment, la manière de s'organiser, on a là un savoir-faire qui est le savoir-faire délinquant classique, le savoir-faire des braqueurs. D'ailleurs, Hamedi Koulibaly, pour se fournir en armes, se tourne vers le banditisme français. Et dans le banditisme français, il y a une règle, ne pas vendre des armes pour des affaires de terrorisme, ou dès qu'il y a un doute. Et donc, c'est pour ça qu'il se retrouve à acheter des armes en Belgique. Donc, on voit bien qu'un certain nombre de savoir-faire de réseau sont réinvestis dans ce type de mobilisation. Et puis, j'ai pas pu m'empêcher de penser, en regardant par exemple Hamedi Koulibaly courir en ouvrant le feu sur les policiers du RAID dans l'hypercachère de Vincennes, avant qu'ils soient abattus, cette manière de courir mitraillette à la main et d'aller vers la mort, ça m'a fait penser à la figure de Scarface, incarné par Al Pacino, par le film de Brian De Palma. Il faut savoir que Scarface, ce film-là, pas seulement aux États-Unis, contribue à alimenter l'imaginaire de beaucoup de jeunes de quartiers populaires, et pas seulement. Mais c'est un film culte dans les banlieues françaises, Scarface. Et cette manière de se jeter à la mort m'a immédiatement fait penser à cette image-là. Alors, quelle est la stratégie qu'ils ont souhaité développer? La stratégie aujourd'hui des militants tels que, enfin des auteurs de ces tueries, c'est une stratégie qu'on appelle la propagande par le fait. C'est une stratégie de la propagande par le fait. Cette stratégie, c'est un mode opératoire qui n'a pas été inventé par les terroristes qui se revendiquent de l'islam, mais qui a été adopté par les anarchistes à la conférence de Londres de 1881. Pourquoi je fais le lien? C'est parce que l'histoire de la violence politique, l'histoire des violences politiques en France ou plus largement en Europe, nous permet de comprendre que certains modes d'action, certains modes de justification ne sont pas nouveaux, même s'ils sont présentés comme tels. Alors, j'aimerais vous présenter rapidement cette stratégie, ce mode opératoire. Donc la propagande par le fait, c'est un moyen de propagande qui a été jugé le plus efficace et le seul qui puisse pénétrer dans les couches sociales les plus profondes et attirer les forces vives de l'humanité dans la lutte. Ça, c'est ce qui a été adopté par les anarchistes à la conférence de Londres en 1881. Alors, c'est une stratégie qui a été employée un peu partout en Europe, aux États-Unis, en Russie,
qui frappe aussi bien à l'époque les gouvernants, les policiers, les magistrats, des religieux, des opposants politiques, autant que des bourgeois anonymes, qui vise à la fois à punir les responsables, à venger des camarades tombés, hein, et à éveiller les masses. 130 ans avant Inspire, Inspire c'est le nom du magazine d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Inspire, c'est le magazine d'Al-Qaïda qui a mis la tête de Stéphane Charbonnier de Charme à mort. Vous savez qu'il était condamné à mort, et il a été mis à mort, et c'est son visage, comme s'il avait été publié dans une revue, une publication d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et donc, cette stratégie, on l'a retrouvée déjà dans des journaux, le Drapeau Noir, la Lutte, qui mettaient en avant des recettes pour construire, pour fabriquer des explosifs, et qui lançaient des souscriptions pour financer le revolver de celui, je cite, qui devait venger le compagnon Luis Chavez, tué par des gendarmes à l'époque. Alors, quel est le but de la propagande par le fait? C'est en finalité de réveiller les masses. Elle n'a jamais mobilisé les foules. Cette stratégie est inefficace. Et on devrait se le rappeler. Et les responsables politiques devraient se rappeler que cette stratégie de propagande par le fait est inefficace. Pourquoi? Parce qu'il y a trois acteurs, vous savez, dans cette scène terroriste. Il y a les terroristes, il y a leurs cibles, et il y a la population. Et le but des terroristes, c'est de produire du mépris, du rejet d'une partie de la population. Le but des terroristes, c'est de faire augmenter l'islamophobie. Clairement, le but des terroristes, c'est d'augmenter le mépris des musulmans en choquant, d'augmenter la polarisation de la société pour isoler une partie d'entre elles, avec deux effets. Soit les pousser à la révolte, soit les amener à quitter le territoire national pour aller vers les terrains de combat. C'est la finalité première. En ce sens, j'estime que le but des djihadistes, enfin les djihadistes, tous ces terroristes-là, et tous les mouvements d'extrême droite, tous les mouvements nationalistes, populistes, qui appellent à l'expulsion ou à l'exclusion des minorités, qu'elles soient musulmanes ou autres, sont des alliés objectifs dans ce jeu-là. Ce sont des alliés objectifs dans ce jeu-là. Alors ça n'a jamais marché, ni aux États-Unis, je vous rappelle les attentats d'Oklahoma City en 1995, ni en Europe, le massacre d'Utøya en Norvège en 2011 par Anders Breivik, ni les attentats de Charlie Hebdo ou de l'Hypercacher. Que dit Ahmed Koulibaly dans sa vidéo? Qu'est-ce qu'il dit? Aux frères musulmans, je le cite, que faites-vous quand ils insultent le prophète? Que faites-vous quand ils massacrent la population entière de Palestine? Qu'en faites-vous en face de chez vous quand vos frères et sœurs sont affamés, etc., etc., etc. Donc lui, ce qu'il veut, c'est soulever les masses, c'est produire du rejet, de l'exclusion pour pousser les gens à se révolter, mais ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné. Et c'est pour ça que tous les discours de polarisation, tous les discours, y compris celui du Premier ministre il n'y a pas très longtemps qui a parlé de guerre des civilisations après les attentats en Isère, tous ceux qui parlent de cinquième colonne rentrent finalement dans ce schéma-là de polarisation. Et ce sont des mots forts. Le vocabulaire guerrier aujourd'hui, et c'est l'une des conséquences de Charlie, il était déjà présent, il est devenu omniprésent. N'importe quel fait banal qui met en cause une population musulmane, n'importe quel conflit qui met en cause une population musulmane, vous avez tout de suite, non pas une espèce de pragmatisme pour gérer la situation, et la plupart des situations se gèrent, hein, heureusement, mais vous avez un discours incantatoire, des incantations, voire un discours guerrier qui n'est pas forcément très responsable. D'autres conséquences sont observables aujourd'hui dans cette après-Charlie. Alors d'abord, vous avez eu un débat sur qui est Charlie et qui ne l'est pas. L'une des premières conséquences a été ça. Vous savez qu'il y a eu cet appel, cette image
ce slogan « Je suis Charlie » qui a eu un succès planétaire, sauf qu'à l'échelle locale, notamment en France, dans les écoles, les collèges, dans les lycées, dans la rue, il y a un certain nombre de personnes qui se sont affirmées comme non Charlie. Et donc, ce point de débat, on a eu tout un débat, et il y a eu aussi une réaction des politiques publiques, et des administrations, des actions de répression immédiate à ceux qui s'affirmaient comme non Charlie. Dans les établissements scolaires, et vous avez eu un record, par exemple, de condamnation pénale pour apologie du terrorisme. Pour des personnes, même des fois sous l'emprise d'alcool, qui criaient devant les policiers par provocation Koulibaly avait raison, Kouachi aurait dû faire plus, etc. Donc vous avez un record de condamnation, une réaction de l'administration, de la justice qui a été très forte. Et puis tout un débat sur la marche du 11 janvier. Qui était là le 11 janvier? Donc il y a un livre qui est sorti, un livre publié par un chercheur français, démographe, Emmanuel Todd, qui a présenté une thèse selon laquelle ceux qui se sont mobilisés lors des attentats de Charlie Hebdo, les mobilisations étaient les plus fortes là où le catholicisme est le plus ancré. Je vous résume sa thèse. En gros, sa thèse a été ça. Là où les mobilisations étaient plus fortes, c'est là où le catholicisme est le plus ancré. Et il a interprété cette marche, non pas comme une marche de solidarité, d'ouverture et d'appel à la tolérance, mais comme une marche qui avait un implicite, un sous-texte, un enjeu latent, qui était celui du rejet des minorités, en particulier les minorités musulmanes. Et c'est ce qui expliquait, selon lui, que les gens des classes populaires ou les personnes de confession musulmane n'aient pas été présentes pendant cette marche. Donc il y a eu tout un débat autour de cette marche, un débat qui renvoie à des choses qui les dépassent de manière générale, mais il y a eu une réponse intéressante à cette question, une réponse qui a été tirée d'une enquête d'opinion réalisée par des collègues d'Anne, Donna Meyer, Vincent Tibéry, je sais pas, je me trompe sur la prononciation. Ils ont fait une enquête pour montrer, en tout cas pour déconstruire cette double thèse, d'une part que les catholiques islamophobes étaient les plus nombreux dans ces marches-là, et que c'était l'enjeu latent, et deuxièmement, que les classes populaires et les minorités issues de l'immigration musulmane n'étaient pas présentes. Qu'est-ce que montre cette enquête? Elle montre que ceux qui se sont mobilisés et qui ont déclaré voulu se mobiliser correspondent à ceux qui habituellement se mobilisent. Dans la sociologie des mobilisations, on sait que les classes moyennes et supérieures, les personnes les plus instruites, les gens les plus à gauche, se mobilisent davantage sur des questions sociales, des questions politiques de manière générale. On a retrouvé le même profil. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la part des personnes issues de l'immigration et qui se reconnaissent et qui se revendiquent comme musulmans, ces personnes-là étaient surreprésentées parmi ceux qui déclaraient avoir participé à la marche ou avoir voulu participer à la marche. Donc, à contrario de ce que pouvait avancer Emmanuel Todd. Et deuxièmement, deuxième contradiction, finalement, les gens qui se revendiquent de la droite, notamment de la droite extrême, ou ceux qui se revendiquent plutôt catholiques pratiquants, notamment qui votent catholiques pratiquants et qui votent à droite, ont été moins mobilisés que la moyenne. Et donc c'est une thèse qui a été complètement contredite par cette enquête-là. Mais plus généralement, les conséquences de l'après-Charlie, elles sont doubles. La première, c'est, et je conclurai avec ça pour ouvrir la discussion, la première conséquence, c'est la polarisation. On a une polarisation de la société à plusieurs niveaux aujourd'hui, et c'est une polarisation qui s'est exacerbée, des oppositions qui se sont exacerbées entre la droite et la gauche. La droite, c'est-à-dire les républicains, les leaders républicains, à part quelques-uns comme Juppé ou quelques autres qui sont minoritaires, enfin pour le moment, ils sont minoritaires en tout cas dans l'opinion qui s'exprime, on les entend moins que les autres. L'extrême droite se sont engagés, tête baissée, dans un discours nationaliste, très islamophobe,
très islamophobes, c'est-à-dire qui réduisent les musulmans à une espèce d'essence négative, qui les essentialise, qui les considèrent comme un problème et comme rien d'autre, et qui apportent des solutions à ces problèmes qui sont de l'ordre de l'interdiction. Interdire le voile ici, interdire le voile à l'université, interdire les prêches dans les mosquées en arabe, fermer les mosquées qui n'ont pas des prêches républicains, etc. Toute une série d'idées qui sont pour l'instant de l'ordre de la proposition. On verra leur devenir dans les mois et les années qui viennent. L'extrême droite qui reste sur sa ligne, qui n'en bouge pas, je passe rapidement là-dessus. Et à gauche, vous avez une polarisation au sein de la gauche, très nette, sur les questions liées à l'islam, sur les questions liées à la laïcité, sur les questions liées à la coexistence. Vous avez un vrai clivage qui existait, mais qui est en train de s'exacerber, et on le voit dans un certain nombre de sujets dans lesquels différents courants de la gauche se combattent assez brutalement, sur la question de l'antiracisme, par exemple. Qu'est-ce que l'antiracisme? Comment lutter contre le racisme? Sur l'interprétation des événements de Charlie Hebdo, entre ceux qui insistent sur la nécessité de retisser du lien social, de refaire de la cohésion, d'avoir une réponse en termes d'ouverture, et non pas d'intransigeance et de fermeture, et ceux qui s'alignent sur une posture républicaine autoritaire, j'ai envie de dire, mais qui reste une posture connue, historique, à gauche, et avec un discours d'intransigeance sur notamment la question de la laïcité. Laïcité qui est vraiment un phénomène en évolution. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter dans les questions-réponses. Et polarisation par le bas. Polarisation par le bas. Et c'est ce qui, à mon niveau, par rapport à mes recherches, m'inquiète le plus finalement. C'est ce qui m'inquiète le plus. C'est qu'au fond, ces événements-là auraient pu être l'occasion d'une espèce de prise de responsabilité, de mobilisation, de nouvelles formes de mobilisation par le bas, par les acteurs locaux, par les acteurs associatifs. Et au sein du monde associatif, les militants responsables, avec l'esprit républicain, citoyen. Quand je dis républicain et citoyen, c'est des gens qui ont un discours de responsabilité. C'est pas des gens qui sont... c'est des gens qui peuvent être stigmatisés à l'échelle locale, mais qui ont un discours républicain, qui ont une présence sociale, associative, qui ont une vraie légitimité à l'échelle locale. Ils se heurtent à une vraie difficulté, et je terminerai avec ça, une vraie difficulté qui s'est exprimée dans les discours de Koulibaly, qui s'exprime dans les discours de ceux qui passent à l'acte terrorisme, c'est cette croyance et cette vision du monde conspirationniste, complotiste, vraiment, du monde social, qui produisent des effets de dépolitisation à partir du moment où c'est les États-Unis, Israël, un groupe de juifs qui maîtrisent le monde. Finalement, nous, on n'y peut rien, donc on se déresponsabilise, donc on prend de la distance. Ça, c'est le premier effet. Et le deuxièmement, c'est un discours qui empêche toute espèce de mobilisation, ou qui freine toute espèce de mobilisation à l'échelle locale, des mobilisations des personnes qui sont visées par les discriminations ou autres, mais plus largement des mobilisations entre les différents segments de ceux qui se revendiquent d'une république qui est humaniste, une république humaniste, sociale, et une volonté d'aller de l'avant. Donc, vous voyez, on est, après ces événements-là, les premiers sondages ont apporté une vision plutôt moins pessimiste qu'on se l'attendait. Hein. On pensait que le rejet allait exploser, etc. Finalement, dans les opinions, ça ne se manifeste pas tant que ça, mais dans la vie institutionnelle, dans la vie associative, dans la vie quotidienne, on voit très bien qu'il y a un basculement et un durcissement qui se caractérise notamment par des dispositifs de renseignement qui se mettent en place dans le secteur social, dans le secteur de l'animation, dans la protection judiciaire de la jeunesse, dans la protection de l'enfance, qui contribuent à durcir les relations entre les professionnels et la population qui se sent suspectée, menacée, etc., remise en question. Je termine vraiment pour de vrai, cette fois-ci, ça fait 3 fois que je dis que je termine. Là, pour le coup, c'est vrai. C'est une anecdote, mais elle est très frappante. Moi, j'ai obtenu des financements, j'ai obtenu l'accord
de la garde des Sceaux, Mme Christiane Taubira, et de son cabinet, pour aller travailler sur cette question de la radicalisation et surtout des liens entre le djihadisme et le banditisme. Et donc, j'ai estimé que le meilleur endroit pour le faire, c'était le milieu carcéral. Et alors, vous savez que les téléphones portables sont interdits en milieu carcéral, théoriquement. Il faut savoir que dans les faits, tout le monde en a. Bon. Et donc, je vous dis ça parce que j'ai visité des cellules et il y a un des détenus qui voulait faire un selfie avec moi. Je me dis non, parce que s'il fait un selfie avec moi, il le publie, il se met lui en difficulté, mais c'est plus moi qui me mets en difficulté. J'ai dit non, merci. Mais bon, les téléphones portables sont foutus. Ce qui m'a frappé, c'est que j'avance, je rentre, c'est une maison centrale, des longues peines, pour passer une journée. J'ai plusieurs rencontres avec des détenus, pas sur des questions liées à l'islam. Et avant même que j'arrive, je reçois des SMS de personnes qui sont dehors, qui connaissent des personnes qui sont dedans, qui leur ont dit que j'arrivais parce qu'il y avait des affiches de mes interventions en maison centrale. Donc tout le monde se connaît, on arrive toujours à retrouver quelqu'un qui connaît celui qui intervient, en me disant, tout le monde pense, beaucoup pensent, pas tout le monde, que tu viens pour les faire parler sur la question de l'islam, pour aider les surveillants de prison à faire du renseignement. Voilà, avant même que j'arrive, quel était l'enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les détenus qui sont devenus très paranoïaques, et pour moi, on ne peut plus travailler, faire de recherche en prison sur cette question-là aujourd'hui, j'en suis persuadé. Si j'ai des collègues qui tentent, je leur souhaite bon courage, mais pour moi, c'est très compliqué. Et c'est un peu pareil dans les administrations sociales, socio-éducatives, où les préfets demandent des remontées d'informations sur ceux qui ont une religiosité musulmane un peu trop poussée. Ce qui amène tout le monde à se méfier de tout le monde, et ce qui crispe, encore une fois, les relations sociales. Voilà, vous avez la parole. Je veux bien lancer le débat. Rachel. Moi, j'avais une question sur la laïcité qui disait justement qu'il y avait, d'après toi, une évolution, une transformation de la laïcité en France, ce qui est tout à fait vrai. Et je voulais savoir, selon ton expérience, comment cela s'exprimait, parce que ça me semble un point essentiel justement de ce débat. Ouais. Alors, j'ai du mal aujourd'hui de parler de laïcité au singulier sans la caractériser. Et on voit bien qu'il y a la laïcité aujourd'hui, elle est nécessairement caractérisée. On y rajoute un adjectif très souvent. Pourquoi est-ce qu'on rajoute un adjectif à la laïcité? Ouverte, fermée, inclusive, intransigeante, et j'en passe, falsifiée. Pourquoi est-ce qu'on, dans notre contexte actuel, on est obligé de rajouter un adjectif à la laïcité? C'est qu'on est dans une situation où le principe de laïcité est dans une situation hybride. Au fond, vous avez la laïcité de 1905, celle qui a été défendue ardemment et pas facilement par Aristide Briand, qui était une loi, pour la résumer, une loi de séparation entre les cultes, notamment le culte majoritaire, catholique de l'époque, et l'État. L'État, c'est-à-dire l'État, les fonctionnaires et les lieux publics. Donc le principe de laïcité, c'est un principe de séparation et de neutralité des pouvoirs publics et des agents publics. C'est ce principe, cette loi-là, donc c'était une loi d'ouverture dans le contexte de l'époque. C'était une loi d'ouverture, c'était une loi d'égalité, parce qu'il fallait traiter tous les cultes de la même manière, et tous les citoyens de la même manière selon leur confession ou leur philosophie, etc. C'était une loi de liberté, parce que cette loi-là garantit la liberté de conscience, et dans la liberté de conscience, il y a la liberté religieuse, et le fait de manifester publiquement sa foi. C'est inclus dans la laïcité de 1905. Et le Conseil d'État, en 89, a rappelé cette règle, etc. Et donc, cette laïcité-là, elle a été jugée par un certain nombre d'acteurs, dès le milieu des années 80, insuffisante pour faire face aux nouveaux défis. Par nouveaux défis, attendez, une nouvelle visibilité religieuse, celle de la présence musulmane en France. En sachant que la société française s'est profondément sécularisée au cours du XXe siècle.
Alors pourquoi la laïcité évolue? Parce qu'il y a une loi qui a été votée, une loi importante, la loi du 15 mars 2004, une loi qui découle de l'affaire du voile, donc le port du foulard dans les collèges, les lycées publics français, qui ont amené un certain nombre d'acteurs enfin, Chirac a réuni une commission, dont je vous passe toute l'histoire. En tout cas, une loi a été votée pour interdire le port de signes religieux ostensibles, kippa, foulard islamique, comment ça s'appelle? Ce que portent les sikhs. Le turban sikh, il y a un nom en fait. Le turban sikh, et les grandes croix. Les petites croix discrètes ne rentrent pas dans le cadre de la loi. Donc la loi du 15 mars 2004 interdit le port de ces signes religieux dans l'école, collèges et lycées publics. Et donc pourquoi c'est une rupture cette loi? Parce que le devoir de neutralité, qui ne s'imposait qu'aux agents publics, s'étend à des usagers du service public. C'est en ça que c'est une rupture cette loi. Aujourd'hui, elle fait consensus. Elle n'a pas fait consensus en 89. Il y avait des demandes de prohibition en 89. Pas de majorité. La plupart des syndicats étaient contre. 2004, il y a une majorité qui s'est faite et cette loi a été votée. Quoi qu'on pense de cette loi, mais objectivement, juridiquement parlant, c'est une rupture. Elle ouvre une brèche dans la laïcité historique de 1905, dans la mesure où elle rend possible l'extension du devoir de neutralité à des personnes qui n'y étaient pas soumises. Et c'est ce qui s'est passé. Soit par circulaire, la circulaire Châtel par exemple, qui autorise les principaux des écoles, collèges et lycées à interdire des mamans qui portent un foulard d'accompagner leurs enfants dans les sorties scolaires. Donc il y a des lycées, des collèges, des écoles qui adoptent cette circulaire, d'autres qui refusent de l'adopter. La majorité des écoles refusent d'interdire. Il faut le dire, on a l'impression que c'est interdiction partout. La majorité des principaux gèrent très bien et acceptent les mamans voilées ou autres pour accompagner. Mais un certain nombre d'écoles refusent. Donc il y a des mamans qui sont en lutte, qui sont organisées, mais la circulaire n'a pas été abrogée. Vous avez eu une extension au secteur privé. L'affaire Babilou, les décisions du Conseil d'État, la Cour de cassation et du Conseil d'État, et la Cour d'appel de Paris après, bon, le parcours judiciaire est un peu compliqué, mais au final, il y a une loi qui a été votée et qui autorise d'imposer le devoir de neutralité dans des structures de droit privé, ce qui n'entrait pas dans le cadre de la loi de 1905, d'imposer le devoir de neutralité. Et puis vous avez des entreprises privées maintenant, qui imposent des chartes, qui imposent ce devoir de neutralité, alors qu'elles ne sont pas du tout soumises à cette question de la laïcité. La laïcité, je le rappelle, c'est pas la neutralité et la neutralisation de la visibilité religieuse, c'est la séparation et la neutralité de l'État. Donc vous voyez, par extension, et puis là vous avez des propositions de loi pour interdire le port de signes religieux, notamment le foulard, à l'université, pour des majeurs, alors que la loi du 15 mars 2004 considérait que les étudiants sont majeurs, ils sont en mesure de penser par eux-mêmes et de faire des choix par eux-mêmes. Donc c'est en ça, Rachel, on est dans une double situation, c'est-à-dire que cohabite cette nouvelle laïcité, permettez-moi de l'appeler comme ça, d'extension du devoir de neutralité à des lieux ou à des personnes qui n'étaient pas concernées par la loi de 1905, et l'ancienne laïcité qui est toujours valable. Mais cette loi de 1905, c'était une loi d'accommodement. Vous savez, au Canada, au Québec, on parle beaucoup d'accommodement raisonnable. Les Français, la loi de 1905, c'est une loi d'accommodement raisonnable. Et l'État républicain, par rapport à la question religieuse, a toujours été dans les accommodements raisonnables. Je donnerai un seul exemple. Vous savez que l'enseignement privé sous contrat, essentiellement religieux, l'enseignement privé religieux, majoritairement catholique, mais pas seulement, il est en partie financé, en bonne partie financé, par des deniers publics. Alors je vous dis comme ça, combien ça coûte au ministère de l'Éducation nationale les écoles privées sous contrat chaque année? Une estimation de combien l'État dépense pour les écoles privées religieuses. Vous n'avez pas d'idée? 7 milliards d'euros. C'est quand même, je sais que c'est un point très étrange, mais c'est quand même, pour y avoir enseigné, c'est une façon d'introduire la laïcité au sein du catholicisme.
Et donc c'est un bastion républicain qui rentre de manière très intelligente dans l'école privée catholique. Et de fait, en tant qu'enseignant du public dans une institution privée, on en vient à enseigner des valeurs laïques et à séparer les deux enseignements. Donc l'objectif est atteint. Et moi je suis pas contre. Que les choses soient claires. Je ne me positionne pas. Je constate juste que c'est une laïcité. La laïcité, ça a été une laïcité d'accommodement. La loi de 1905 n'est pas revenue sur le concordat. Le concordat qui a été signé fin 19e dans 2 départements d'Alsace-Moselle. Dans 2 départements d'Alsace-Moselle, l'État finance ce qu'on appelle les ministres du culte et autorise même, alors ça se fait plus, mais le catéchisme dans l'école publique, c'est possible. Légalement parlant, en Alsace et Moselle, c'est possible. Il n'y a aucun gouvernement qui a remis en question cet accord historique. Les seuls à le remettre en question, c'est tous ceux qui s'inscrivent dans les fédérations de la libre pensée, qui sont des anticléricaux historiques, et qui sont contre tous ces accommodements, tous ces arrangements, et qui sont pour une laïcité stricte, mais la laïcité de 1905. Donc toutes les fédérations de libre pensée défendent la laïcité et critiquent cette extension sans fin du devoir de neutralité à des personnes privées, aux usagers. Allez-y, tentez. Jusqu'à présent, donc, d'abord, on a réexaminé cet événement janvier à Paris, entre Charles de Gaulle. D'autant pas. Censure. Juste pour étendre peut-être notre réflexion sur cette problématique où tu as essayé finalement de retracer la trajectoire de ces djihadistes terroristes et d'expliquer les différents axes qui nous permettaient de comprendre une généalogie, en tout cas, de ce type d'action. Bon, jusqu'à présent, on est resté dans le cadre franco-français. Mais on le sait très bien, bon, ce qui vient de se passer en Tunisie, c'est aussi des actes du même acabit, de ce type, qui ont la même portée, la même signification. Ce qui s'était passé au cours des attentats de Londres, c'était aussi des actes terroristes de la même portée. Et alors même qu'il y a quand même des contextes justement nationaux différents. Et donc il y a un djihadisme international, on va dire, qui engage des individus, certes, à partir de contextes nationaux, mais qui se mobilisent pour, au travers d'une cause, finalement, qui dépasse de très loin les frontières nationales et qui a pour perspective la possibilité de faire advenir, bon, il est déjà là, hein, le califat, l'État islamique, mais enfin, au-delà de ça, effectivement, une nouvelle entité politique dans notre monde qui serait donc cet État islamique. Donc voilà, je voulais t'entendre là-dessus, qu'on sorte un tout petit peu des frontières françaises, parce que voilà, c'est à la fois un événement qui a concerné la France, mais tu as évoqué le 11 septembre aux États-Unis. Voilà, on était aussi déjà dans cette problématique-là, donc c'est quelque chose quand même de plus général, hein, auquel donc une partie du monde occidental est quand même confrontée, et une partie du monde musulman, parce qu'il ne faut quand même pas non plus oublier que ceux qui sont les plus victimes, tu as dénombré tout à l'heure, tu as fait des comptes, mais si on doit effectivement dénombrer les victimes de ce terrorisme djihadiste, ce sont les musulmans eux-mêmes qui sont les plus directement concernés et touchés, et qui souffrent le plus encore du terrorisme.
Je pense à Boko Haram, il y a tous les crimes qui sont commis dans certains pays d'Afrique. Donc en fait, il me semble que, bien sûr, nous sommes partis de Charlie, bien sûr, nous sommes partis de cet événement, mais la gravité, je pense, et l'inquiétude qui interpelle beaucoup d'entre nous sur cette question, c'est justement une problématique vraiment internationale dont on ne voit pas très bien comment on peut y répondre, justement. Voilà, je voulais juste entendre là-dessus. Merci Anne du cadeau empoisonné. Si j'ai... Non mais c'est essentiel la question géopolitique, sauf que j'ai voulu volontairement me circonscrire à la situation française parce que le pari qui était le mien justement, c'était peut-être pas de... C'était d'éviter de poser un cadre international, parce que je pense qu'en 2 heures c'est pas possible, donc je vais essayer de le faire en 5 minutes, de poser quelques pistes, mais c'est vraiment compliqué. Et de retomber vraiment à partir de quel moment, qu'est-ce qui déclenche quoi, hein. C'est toujours la grande difficulté. Mais surtout, ce que je voulais, c'était vraiment réinscrire ces événements-là dans des vies, dans des trajectoires, dans des histoires, de les réincarner. Et bien sûr, la situation internationale est importante, mais du coup, on a le sentiment, justement, on est face à une internationale djihadiste, alors qu'au fond, quand on rentre dans le détail, on ne peut comprendre Boko Haram, ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe en Irak ou en Syrie, ou ce qui se passe sur le territoire, les résonances qu'il y a sur le territoire européen, on ne peut pas comprendre ça en le séparant des contextes locaux. Alors effectivement, pour apporter quelques pistes, il y a un débat sur qu'est-ce qui déclenche quoi finalement. À partir de quel moment les choses s'accélèrent dans le pire des termes. Alors moi j'ai parlé en France de la généalogie algérienne parce qu'elle me semble essentielle pour le contexte français, mais elle ne l'est pas du tout pour le contexte nigérian. On est entièrement d'accord. Alors je pense que pour comprendre ce qui se passe actuellement, il y a plusieurs éléments, 3 qui vont en même temps. D'abord, un certain nombre d'interventions militaires occidentales, qu'elles soient de l'armée américaine, des armées, des alliés, quelles que soient les coalitions. La plupart des spécialistes insistent sur l'intervention en Irak au début des années 2000. Pour beaucoup de spécialistes, c'est quand même un élément déclencheur fondamental qui va permettre de penser et de comprendre ce qui s'est passé en Irak déjà. Et quand on regarde, là on a parlé de l'organisation État islamique, l'organisation État islamique, c'est quand même la jonction et la coalition entre, d'une part, des personnes qui étaient enfermées, des gens de Falloujah, comme le prétendu calife Baghdadi. Il est de Falloujah, un Irakien qui a été incarcéré à la prison, torturé à la prison de Falloujah, etc., pendant la période d'occupation militaire. Et des gens comme ça, des gens qui viennent de l'étranger, avec les anciens cadres militaires du régime de Saddam Hussein. Les cadres militaires sunnites, formés à l'époque de Saddam Hussein, pour une partie d'entre eux formés militairement dans des écoles militaires européennes et occidentales, et qui vont mettre leur savoir-faire militaire au service de cette cause-là, pour se venger de qui? Pour se venger de la majorité chiite en Irak, qui depuis la chute de Saddam Hussein et l'arrivée notamment de Nour el-Maliki, brime, stigmatise et marginalise totalement les sunnites irakiens. Donc ce ressentiment va être récupéré par une partie de ces personnes-là pour la constitution de Daesh, qui est finalement qui est la suite d'autres groupes djihadistes qui avaient été construits et mis en place auparavant. La situation syrienne est un peu différente. Avant que le régime syrien s'écroule, pourquoi le régime syrien s'écroule? À partir des révolutions qu'on a appelées les révolutions arabes. Dans la ville de Homs, vous avez un certain nombre de populations qui ont été, à l'époque, qui ont un ressentiment par rapport au pouvoir de Damas, au pouvoir alawite, pour avoir été massacrés par le père,
pour une partie d'entre eux, qui se révoltent contre le pouvoir dans les mouvements des pays, des révolutions dans les pays arabes, dans le même mouvement. Et la réponse de Bachar el-Assad est une réponse de répression sanglante et implacable, avec des meurtres de masse, aucune réponse politique, aucune solution politique possible, une répression implacable. Sauf que, vous savez, le Bachar el-Assad appartient à un groupe qui est très minoritaire en Irak. Et il y a une histoire de défiance à l'égard des Kurdes qui vont profiter de la déstabilisation pour prendre leur autonomie, en tout cas pour remettre la main sur leur territoire. Et puis vous avez une partie sunnite qui se met contre la situation de Damas, et puis vous avez finalement des Syriens, des combattants étrangers, et des Irakiens, plus des combattants étrangers, plus des cadres militaires. C'est cette fusion-là qui va permettre l'émergence de l'État islamique. Donc vous voyez bien que la question géopolitique, elle va avoir des effets localement, et elle va offrir des opportunités à des groupes djihadistes de structurer. C'est vrai, on n'a jamais eu un groupe, une organisation de ce type-là, avec cette idéologie-là, aussi importante, aussi structurée, parce que c'est pas seulement un groupe, au fin fond du désert mauritanien. Là, on parle de quelqu'un qui a plus de 50% du territoire irakien et près d'un tiers du territoire syrien sous son autorité. Donc c'est un nouveau défi qui est lancé. Alors le cas libyen, vous avez la Libye aussi, qui je veux dire en termes de conséquences pour l'Europe et pour le Maghreb, c'est la Libye le principal enjeu. Pareil, la Libye, vous avez eu quelques révolutions, et puis vous avez un président de la République français qui décide d'intervenir de manière totalement unilatérale en Libye, et qui participe à l'effondrement de l'État, et qui participe indirectement à la partition tribale et idéologique de la Libye. Donc l'État est effondré, vous avez des portions de tribus, etc., qui se partagent la société, le territoire libyen, et donc c'est un Eldorado pour tous les groupes armés ou qui veulent s'armer, pour les marchands d'armes, pour les trafiquants de pétrole en contrebande, enfin bref. C'est un vrai souci aux portes de l'Europe, et d'ailleurs, vous avez deux conséquences. Une conséquence sur le Maghreb, au niveau de la structuration des groupes djihadistes qui frappent en Tunisie. Tous les djihadistes, tous les assassinats terroristes en Tunisie en ce moment sont fomentés par des Tunisiens eux-mêmes qui se sont organisés et formés depuis la Libye. Donc on le voit, il y a un vrai souci par rapport à la question des frontières et à la question du démantèlement de l'État. Mais également en Europe, avec la question de l'afflux des réfugiés. Et là, c'est une autre question qui est plus humanitaire qui se pose, mais qui est à la source de tensions énormes aujourd'hui entre les États européens, et notamment pour l'Italie et pour la France, qui sont des destinations privilégiées. Donc oui, effectivement, la question, c'est une vraie question géopolitique, et puis on pourrait parler de ce qui se passe au Proche-Orient, cette question de Palestine et Israël qui n'est pas réglée, qui a un point de cristallisation, qui a un point de crispation, mais pas seulement au Proche-Orient, qui a un point de crispation dans le monde entier, et qui est en train aujourd'hui et en ce moment de polariser davantage et d'exacerber une espèce de défiance entre les Français de culture de confession musulmane ou de culture de confession juive. Un marqueur de cette polarisation, eh ben, c'est les invectives entre les associations, les organisations représentatives et les conflits, les tensions qu'il peut y avoir entre les deux. À côté de ça, ça c'est la scène publique. À côté de ça, et c'est pour ça que l'ancrage dans le terrain est important, parce que à titre personnel, et c'est pas une recherche que j'ai fait, mais je vous dis ce que je ressens, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a deux vitesses dans ce pays. Il y a deux scènes. Il y a la scène publique et médiatique, où il y a la polarisation de la guerre qui est mise en place, et puis vous avez une scène associative, vous avez une scène de la vie de tous les jours, où vous avez quand même beaucoup de Français, quelle que soit leur origine, c'est pas la question, qui n'ont pas du tout envie de céder à ces discours de polarisation, et qui du coup tentent de résister, de construire des ponts, d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, on a paradoxalement beaucoup d'initiatives transversales de construction de ponts entre groupes. Il n'y en a jamais eu autant. C'est un signe de l'état de conflit. Il n'y a jamais eu autant d'initiatives, et c'est quelque chose qui est plutôt à saluer. Donc ça fait un an, j'ai lu un livre, enfin c'est en anglais, ça s'appelle The New Jim Crow. Et vous
connaissez les lois Jim Crow aux États-Unis? Non, rappelez-moi. Donc c'était, en fait, c'est le nom qu'on donnait aux lois qui étaient là pour promouvoir la ségrégation et la répression des Noirs aux États-Unis. Et la thèse de l'auteur, c'était que la guerre contre les drogues, c'était la nouvelle manière de continuer cette répression, mais cette fois-ci du point de vue politiquement correct. Donc, je vois des parallèles parce que là, en France, on a des lois qui visent la laïcité, ou bien on parle de l'identité, mais je vois des parallèles entre ça et ces lois aux États-Unis qui visent les drogues, mais selon l'auteur, c'est pour réprimer une partie de la population. Donc, là, étant donné que quand on a parlé de la haine, là, la religion n'était pas une question dans le film. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose de nouveau dont on parle maintenant, ou est-ce que c'est juste qu'on aborde encore une fois ce sujet-là avec l'Algérie et la décolonisation et l'islam en France? Alors, ça me revient, ce dont vous parlez. Ça me revient parce que cette thèse, elle a été importée en France. Vous avez des groupes militants qui ont constitué un groupe qui est intitulé « Guerre contre les drogues, guerre raciale ». C'est exactement cette même filiation. Mais plus généralement, il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'il y a une nouvelle génération de militants en France qui s'appuient sur leurs identités particulières pour défendre l'égalité des droits et qui s'inspirent, que ce soit le community organizing, je suis désolé de parler en français, mais c'est comme ça en anglais, mais c'est comme ça que c'est retranscrit en français, qui s'inspirent de ces méthodes-là, qui se forment au sein des mouvements des droits civiques noirs, notamment aux États-Unis, qui créent des ponts et des parallèles. Avant-hier, il y avait une conférence à Paris où des militants qui venaient de Ferguson sont intervenus avec des militants d'un groupe qui s'appelle Stop Control of Faciès, contre les contrôles d'identité sur la base des origines en France. Vous avez, même en termes de méthodologie de mobilisation, vous avez beaucoup de passerelles actuellement entre les deux pays. Et je vous rappellerai que il y a eu une rencontre publique qui a fait salle comble à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Des militants qui venaient toute l'Île-de-France et du reste de la France, ils sont venus écouter Angela Davis. C'était plein à craquer. C'est une figure, une icône. Donc, des logiques de mobilisation. Et au-delà de ça, la question de la théorisation des questions raciales via les post-colonial studies, etc., sont en train de se développer, pas seulement dans le milieu universitaire, mais dans le milieu militant. Donc, on va être amené à voir de plus en plus de parallèles. Mais la situation n'est pas la même. La situation n'est pas la même. Concrètement, l'organisation sociale n'est pas la même, en tout cas n'est pas de la même ampleur. Il y a dans le système français, parce qu'on arrive à le mesurer, un traitement différentiel des populations par la police, par la justice pénale. On le sait, sur les contrôles d'identité, sur les sanctions pénales, sur le traitement en milieu carcéral. Il y a un traitement différentiel, ça fait l'objet d'études, de mesures, et il y a un cadre juridique pour l'instant pour se défendre, mais il n'y a pas la volonté politique concrète pour aller contre ça. Donc ça, c'est le premier point. L'ampleur n'est pas du tout la même. L'ampleur n'est pas... Le niveau de ségrégation, le niveau de segmentation raciale de la société n'est pas du tout de la même ampleur. Par contre, là où il peut y avoir des passerelles, où on peut penser les choses de la même manière, c'est au fond dans la manière qu'ont les États de gérer, notamment en période économique très compliquée, de gérer le chômage, la misère de masse, ou cette question-là, par la loi pénale, par la question carcérale. Il y a cette tentation, depuis notamment le début des années 2000 en France, il y a cette critique qui est très présente en France, mais je n'irai pas moi, à titre personnel, je n'irai pas jusqu'à défendre la thèse de la guerre contre les drogues comme guerre raciale. Pour moi, c'est beaucoup plus complexe que ça dans le contexte français. Dans le contexte français, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le souci de la guerre contre les drogues en France, je travaille un petit peu là-dessus, c'est que, par exemple, quand on s'attaque à la consommation, on s'attaque à la consommation essentiellement dans les classes populaires. La proportion des minorités dans les classes populaires est plus importante que dans le reste de la population. Vous avez un effet direct de surexposition des minorités. Mais pourquoi
La question du contrôle au faciès, c'est une question raciale, fondamentalement. Elle a des effets sur la question des condamnations pour la drogue. Plus vous êtes fouillé, plus on a de chances de trouver un petit bout de cannabis dans votre poche. Moins vous l'êtes, moins c'est simple. J'ai fait une enquête sur le trafic de stupéfiants, et j'ai enquêté sur le trafic de stupéfiants et la consommation en milieu aisé. Et à ma grande surprise, la consommation est très répandue, très répandue, mais plus répandue que dans les classes populaires. Les enquêtes de santé publique le disent. Hein. Ça consomme plus chez les classes moyennes et supérieures que dans les classes populaires. Ça condamne plus dans les classes populaires que dans les classes moyennes et supérieures. Ça, on le sait. Donc vous avez des effets. Mais est-ce que c'est un ciblage d'abord social ou avant tout racial? Mais la question est là. La question est là. Je ne sais pas, je me demande si c'est pas plutôt la commercialisation qui est en cause plus que la consommation. Parce que c'est là, je mets le là-dessus parce que ces jeunes-là sont issus des quartiers populaires, j'ai passé l'explication, l'épicité, etc., ce qu'on appelle ici des services, mais c'est des cités quand même, qui soulignent de la précarité économique de ces jeunes-là. C'est un policier que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, j'ai dit, il y a des jeunes qui vont de la route, comment est-ce que vous les arrêtez pas? Et je ne les arrête pas pour la simple raison que d'abord les prisons sont surpeuplées, deuxièmement, c'est avec ça qu'il aide la maman à acheter des livres, des cahiers, c'est un policier qui me dit ça. Il me dit, et surtout, ils ne commettent pas d'autres, mais il vaut mieux qu'ils vendent peut-être du cannabis plutôt que d'attaquer des vieilles femmes avec, d'attaquer des femmes. Donc ça c'est une petite remarque seulement. Et j'avais Ferré, tu as cité un de tes collègues, je ne sais pas, sociologue, qui avait dit l'affiliation algérienne. Il me semble que la proximité entre la France et l'Algérie est telle, c'est pratiquement la banlieue. L'Algérie est la banlieue de l'Europe. Quand la France éternue, l'Algérie s'enrhume. Et le contraire est valable. Si les Algériens avaient découvert le communisme, ils l'auraient exporté. Le premier pays vers lequel ils l'auraient exporté, c'est la France, parce que c'est la destination première. C'est naturel. Donc, quand il s'agit de manifestations sportives, c'est l'affiliation algérienne. Quand il s'agit de tourisme, quand il s'agit d'achat de véhicules Renault, Peugeot, etc., la première destination, c'est l'Algérie. Donc la proximité est telle qu'on ne peut pas, j'allais dire, sélectionner un fait d'ordre politique et dire que c'est l'affiliation algérienne. C'est la même histoire entre Cuba et les États-Unis, presque. Le communisme est arrivé à Cuba, les États-Unis ont immédiatement réagi. C'est le deuxième point. Troisième point, concernant effectivement la question du terrorisme international, c'est-à-dire que le monde, il me semble que le monde est naïf. Le monde est naïf. C'est-à-dire qu'on veut bien mondialiser tout, Internet, la nourriture, les OGM, l'argent, les capitaux, la circulation, les humains, etc. Ils ont oublié deux choses. L'Occident a oublié deux choses. Comment on mondialise tout, on mondialise rien du tout. Ou alors on mondialise tout. Et alors nous avons le phénomène de l'immigration qui est mondialisé maintenant, et puis le phénomène du terrorisme qui est mondialisé. C'est-à-dire que maintenant nous partageons le bien et le mauvais, qu'il soit d'ordre économique ou politique, c'est-à-dire tout le monde le partage. Deuxièmement, j'ai remarqué seulement l'attitude de l'Europe, l'attitude de l'Europe en général, lors de la guerre civile en Algérie. Il n'y a pas eu une seule réunion du Conseil de l'Europe pour dire que peut-on faire pour aider cet État qui est un État, les États concernés par le terrorisme en ce moment dans les pays arabes, dits arabes, ce sont des États laïques, ou proches de la laïcité, et proches de l'État-nation tel qu'il a été défini
définis notamment dans l'histoire de France. L'Irak, la Syrie, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, etc. Ce sont les pays dont les références sont religieuses n'ont pas été touchés. N'ont pas été touchés. Les pays modernes ou modernistes qui ont esquissé les contours d'une nation moderne proche de l'Europe ou proche du modèle européen, ce sont eux qui ont souffert dans cette histoire. Ah. Deuxièmement, je dirais tout simplement que l'Algérie a compris. L'Algérie, je suis démocrate, je suis radicalement contre le pouvoir algérien. Il faut le comprendre, pour comprendre ma position. Et l'Algérie a tout de même eu le courage de dire non à l'intervention de l'OTAN, cette coalition qui a été fabriquée de toutes pièces en 24 heures, qui a permis d'attaquer le... Je ne suis pas pour Kadhafi du tout, et alors je ne pouvais pas le voir. Mais, me semble-t-il, il y a quand même cette avancée depuis les indépendances qui a été construite, c'est-à-dire des hôpitaux, des écoles, des universités, etc., par des dictateurs, dits dictateurs sanguinaires qui ont tué dans leur peuple, etc., mais qui tenaient tout de même de main de fer cette espèce de nation, qui ont été constituées après l'indépendance. Mais il me semble que quand il y a ce phénomène-là, la volonté politique internationale ne s'est pas réveillée très tôt, à mon avis. C'est seulement quand le monstre de Daesh, ce qu'on appelle Daesh dans le monde arabe, l'État islamique, quand le monstre est né, que là on a commencé à s'alarmer, comme si le terrorisme était nouveau. Il n'est pas nouveau, il date des années 80. Il a été exacerbé et c'est tout. Maintenant nous avons un monstre. C'est tout. Merci. C'est un bon complément. Non, juste, tu as parlé d'État laïque. Je ne sais pas quelle était je ne sais pas si on peut parler d'État laïque, des dictatures qui réprimaient une partie de leur population. C'était les dictatures. Et je veux dire, le problème, c'est que... C'était des dictatures, c'était des laïcs. Après, il faut définir ce que c'est la laïcité. La laïcité, telle que dans la conception française de 1905, loi d'égalité, loi de liberté, loi de coexistence, ce n'était pas forcément cette approche-là qui était favorisée à partir du moment où on parle de dictature. C'est-à-dire, je ne sais pas si on peut parler est-ce que la laïcité peut exister sans démocratie et sans liberté? Voilà, c'est ça l'enjeu, c'est celui-là. Si oui, alors oui, on peut dire que c'est les États laïques. Oui, merci beaucoup pour l'intervention. J'aimerais juste m'assurer que je t'ai bien compris, parce que dans la déconstruction, dans l'analyse du phénomène de l'islamophobie et de toute la crise dans les sociétés françaises, j'ai cru comprendre que dans le profil de parcours, la sociologie de tous ces terroristes, il y avait une ou deux choses, une certaine classe sociale à peine subalterne, et puis c'est des gens qui ont loupé carrément leur parcours professionnel, c'est-à-dire qui étaient à peine au BEPC, donc qui ont eu ces parcours professionnels en fait de ratés. Et délinquance, toutes les crises qu'on peut avoir. Alors, je voulais savoir, est-ce que c'est une spécificité française? Parce qu'on sait quand même pour le cas de l'Angleterre, du moins pour les cas qui sont en vue, que des enfants de famille très aisés, des médecins ont dû abandonner pour aller combattre, entre guillemets, pour je ne sais pas quoi. Et si c'est une spécificité française, est-ce que ce que tu pourrais n'avoir pas voulu dire, c'est qu'en fait, la France paierait le prix, n'est-ce pas, d'un échec de ses politiques sociales? Enfin, c'est une hypothèse que j'aimais au vu de la lecture que tu nous as présentée. Moi, je pense, et j'ai évolué là sur cette question, mais l'exemple britannique, il est intéressant. Le profil des jeunes, c'est des jeunes plutôt bien insérés, avec des positions sociales. Les derniers, celui qui a tué une femme avec juif, qui s'est mis une balle dans la jambe, je ne sais pas comment il s'est débrouillé avant de se faire interpeller. Mais lui, par exemple, il était étudiant avec une chambre universitaire, il avait un bon bagage scolaire, c'était pas le dernier. Celui qui a décapité son patron,
En Tunisie aussi, ouais. Ouais. Étudiant en master de technologie, celui qui a massacré à Sousse. On a d'autres exemples comme ça, qui sont des contre-exemples. Il y a Yassine Sali, celui qui a décapité son patron. Ah, c'était son patron, donc il était salarié. Donc il lui avait fait confiance, il travaillait. Bon, ils avaient un conflit, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui était à la rue au chômage. Il avait un travail en CDI, il avait 3 enfants, une famille et un appartement. Donc on n'est pas que sur le schéma Mohamed Merah, la forme Mohamed Merah. Ce qui m'amène à dire, d'une part, ça pose la question des politiques sociales, mais c'est pas suffisant. En même temps, quand on voit les frères Kouachi, on ne peut pas dire qu'ils ont été abandonnés par l'État. Ils ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance pendant des années. Et l'aide sociale à l'enfance, ça coûte chaque année, un jeune par jour, ça coûte 600 € presque. Entre 400 et 600 € par jour, le coût d'un placement. Donc ce n'est pas un abandon par l'État des politiques sociales. Mais il y a 2 choses qui me semblent importantes et c'est pour ça que la lecture sociale est insuffisante, même si elle est importante. 2 choses me semblent nécessaires d'être distinguées dans l'expérience des personnes qui passent à l'acte. D'une part, la question sociale. Elle est explicative qui permet de comprendre une forme de radicalisation sociale avant d'être religieuse ou violente. Mais il y a la question de la légitimité. Et ça, pour moi, la légitimité, c'est une question politique. Il ne suffit pas d'avoir une position sociale. Il y a aussi l'enjeu de la légitimité, c'est-à-dire le fait de se sentir chez soi, là où on vit, d'être reconnu comme tel, de ne pas être stigmatisé, de penser pouvoir se projeter, d'avoir le sentiment d'appartenance. Et ça, c'est 2 niveaux différents. Et aujourd'hui, on a beaucoup de Français de telle ou telle origine qui ont des très bonnes positions, mais qui ne sont pas légitimes, tout le temps renvoyés à l'origine, tout le temps obligés de se justifier, tout le temps un sentiment d'être suspecté. C'est pas propre aux musulmans. C'est pas propre aux musulmans. Et l'enjeu, je pense que l'échec en France, il est plus politique. Il est plus politique. Et là, on peut revenir en arrière sur la question de comment la marche pour l'égalité de 83 a été récupérée. Comment, finalement, la dégradation sociale a été traitée. Comment le discours sécuritaire, tout le monde, le discours identitaire s'est imposé, le discours nationaliste s'est imposé. Ça ne crée pas de... je veux dire, si on se limite au discours, il y a une partie de la population, musulmans, noirs, roms, qui, pour une raison ou une autre, peuvent ne pas se sentir légitimes, heurtés pour ce qu'ils sont, juifs. Et donc, je ne suis pas exhaustif là, mais je pense que cette question de la légitimité, elle est importante. Une fois que vous ne vous sentez pas légitime, vous vous sentez attaqué, la 3e question qui se pose, c'est est-ce que vous vous sentez défendu? Est-ce que vous vous sentez reconnu comme tel? Est-ce que des solutions, vous voyez des messages positifs? Et là, il y a un vrai souci avec la question de l'islamophobie, je pense. Là, il y a un vrai souci. Et ça nourrit un ressentiment. Quand beaucoup de jeunes disent 2 poids, 2 mesures, la bonne expression, c'est 1 poids, 2 mesures. Parce que 2 poids, 2 mesures, c'est normal. S'il y a 2 poids, il y a 2 mesures. C'est 1 poids, 2 mesures. Au fond, la question du 1 poids, 2 mesures renvoie à cette question-là. Pas au fait d'être stigmatisé, mais le fait de ne pas se sentir reconnu comme victime ou comme partie prenante de la société française. Donc là, en même temps, on a une difficulté, mais on a une marge de manœuvre. C'est l'avantage et l'inconvénient. C'est une difficulté, c'est un nœud, mais c'est une vraie marge de manœuvre. Si les pouvoirs politiques arrivent à dépasser ces tensions, ces crispations, ces formes d'intransigeance réciproque, à construire quelque chose de plus inclusif pour aller vers l'avenir, ça fonctionnera mieux. Mais je veux dire, à mon avis, on n'y est pas. Ou en tout cas, il y a des messages contradictoires. À la fois Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, qui a un discours très responsable, très inclusif, et puis 2 jours après, son Premier ministre, le chef du gouvernement, qui balance guerre des civilisations. Vous avez les deux. C'est-à-dire que le message envoyé, il est brouillé.